Sell in May and go away, vendez en mai et partez. Voici l'adage que l'on va subir durant ces prochaines semaines. Bonjour, c'est Nadir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut se protéger contre une potentielle récession qui arrive en 2025. Quand on peut le voir, il y a des externalités, des news négatives qui arrivent sur le marché. Le marché est plutôt fébrile, les valeurs technologiques sont en train de baisser, ils perdent de l'argent et tout simplement, on a un marché qui va mal. Et tout naturellement, quand on voit ce genre de choses, il nous vient à l'esprit qu'à un moment donné, il faut quand même penser à se protéger, à faire une petite rotation sur son portefeuille pour pouvoir se protéger un minimum si une grosse crise tend à venir. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est exactement ça. Quel type d'ETF il faut que tu regardes si tu veux vraiment te protéger, également les types d'actions et de valeurs qui sont vraiment intéressantes quand on est en période de crise et quels sont les instruments en fait, qui sont les plus résistants à une crise. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors, on est ici donc sur mon écran. On va donc commencer déjà par faire une petite overview de ce qui se passe lorsqu'on est en période de crise. Alors moi ici, ce que je voulais te montrer, c'est vraiment ici te montrer un peu comment est-ce que le marché fonctionne lorsqu'on est en période de crise. Comme tu peux le voir ici, c'est un graphique qui reprend les variations en fonction des secteurs. D'accord? Ces variations-là vont nous être très utiles pour comprendre vraiment comment est-ce qu'une valeur varie lorsqu'on est en période de turbulence. Comme on peut le voir ici, les valeurs qui, par exemple, allez, on va prendre celle-ci, la technologie, on voit que c'est une valeur qui est assez cyclique. Et lorsque on est en période de, de turbulence, on va dire, ça a plutôt tendance à assez bien corriger, ok, à avoir des corrections qui sont assez profondes. Ici, on est vraiment dans des secteurs qui sont donnés. Comme tu peux le voir ici, c'est le secteur technologique. Celui-ci, c'est les financières. Celle-ci dans l'industriel, etc., etc. Lorsqu'on est en période de crise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des secteurs qui vont être beaucoup moins impactés que d'autres. Et ici, en réalité, ce qu'on doit voir, c'est vraiment les secteurs où il y a le moins de variations possible, où il y a un drawdown qui est très faible, ou en tout cas le plus faible possible. D'accord? Typiquement, il y a des secteurs qui sont connus, comme par exemple ici, donc les consommations staple, c'est-à-dire en fait la consommation de base que l'on peut avoir, est un marché qui est connu pour qu'il ne soit pas vraiment cyclique. Et en plus, on le voit ici, regarde à l'écran, tu vois, ce que je te montre ici, c'est vraiment les variations. Et ici, bon, on peut quand même remarquer que le graphique et les variations de prix dans ce secteur est beaucoup moins faible que les variations que l'on a ici en technologie. Ok. Et donc, la première chose déjà à faire, c'est aller voir ça. C'est-à-dire voir quel type de TF il existe et voir également les valeurs que compose cet ETF. Et ici, on va aller sur Just ETF. C'est un petit site qui ressent tout simplement, qui regroupe l'intégralité des ETF que l'on peut avoir. C'est plutôt pratique. Moi, généralement, je fais directement mes recherches là-dessus. Et comme on peut le voir ici, donc on va simplement mettre ici, hop, Staple. Et comme on peut le voir ici, on a un ETF, donc Xtracker MSCI World Consumer Staple. Ok. Généralement, les ETF se ressemblent assez tous. Enfin, ils regroupent généralement les mêmes types d'entreprises. Ok. Alors, on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques de cet ETF.
Juste avant de continuer, je tiens à te rappeler que je t'ai mis à ta disposition dans la description un lien sur lequel tu peux retrouver ma liste de watch list du moment. C'est mes 5 actions que je suis en train de regarder. Je vais bientôt faire une rotation de ces actions, donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Allez dans la description, dans le premier lien, et là tu vas retrouver ma liste d'actions du moment que je suis en train d'analyser, que je regarde et qu'en fait j'ai trouvé intéressant, que mes modèles statistiques et de machine learning m'ont notifié qu'ils étaient dans le vert. Donc, c'est des actions qui sont intéressantes d'après mes analyses et également mes modèles de machine learning. Je te mets tout ça dans la description, c'est totalement gratuit et tu peux aller voir juste après la vidéo. Alors, on continue ici. Donc, comme on peut le voir, hop, ici c'est un ETF qui recense donc plusieurs entreprises. Donc, tu vois qu'ici, cet ETF-là, on a 103. Et c'est plutôt centré ici dans les États-Unis. Et bon, on a des actions comme Costco, donc qui est en fait une grande chaîne de distribution aux États-Unis. Il y a Walmart, Procter Gamble, Coca-Cola, Nestlé, etc., etc. Ok. Alors nous ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment voir les drawdowns. Comme on peut le voir ici, la volatilité sur un an est de 11%. Volatilité sur 3 ans, 12%. Sur 5 ans, 12%. Donc on voit ici qu'on a une volatilité qui est assez maîtrisée, une volatilité qui est assez stable et donc assez prévisible. Et ici on pourrait se dire, oui mais finalement 12% ça représente quoi? Bon, on va voir ici, comparé par exemple à une volatilité sur un MSCI World. Ok, donc MSCI World par exemple, on va voir ici. HS Score MSCI World, on va voir, on va comparer la volatilité avec ce TTF en question qui compose bien entendu les plus grandes entreprises du monde comme Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Et comme on peut le voir ici, on a une volatilité qui est beaucoup plus élevée dans le MSCI World. Généralement, le MSCI World, la plupart des gens le considèrent comme l'actif sans risque. Or, il faut comprendre que mais il est quand même assez volatile, surtout lorsqu'on a des valeurs technologiques telles que Nvidia, Amazon, etc. Le MSCI World a plutôt tendance à, ces dernières années, à être similaire au Nasdaq. Et donc, on hérite également de la volatilité du Nasdaq et de toutes les valeurs technologiques américaines. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et comme on peut le voir ici, on a une volatilité qui est d'environ 16 à 17%, donc qui est nettement supérieure que l'ETF sur les consommations de base, sur les staples. Ok, donc, hop, on va simplement revenir ici sur notre ETF sur les staples. Voilà, et donc on reprend ici nos petites statistiques. Donc, comme on peut le voir, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible, comme on a pu le voir. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que, ok, on a une volatilité qui est plus faible, c'est bien parce qu'on maîtrise le risque, mais le rendement est également plus faible. Parce que chaque rendement est associé à un risque qui est défini. Et bien entendu, la loi de la finance nous dit justement que plus on prend de risques sur un actif financier et plus son rendement doit également augmenter. Et inversement, hein, plus le rendement est élevé et plus le risque adossé à cet investissement le sera également. Donc ici, il faut bien le garder en tête. Et à mon avis, ici, le rendement, il sera beaucoup plus faible que le MSCI World. C'est normal parce qu'on prend également moins de risques en investissant dans ce type de TF. Donc, typiquement, ici, ce qu'il faut également comprendre, c'est que euh, avec les barrières douanières de Trump, il faut également faire attention à la diversification au niveau de la géographie. Ici, on voit que on est à 65% aux États-Unis. Il faudrait peut-être diminuer son exposition sur les marchés américains, vu que on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème qui est centralisé sur les États-Unis. Mais bien entendu, ce problème-là va également se répandre dans d'autres secteurs, dans d'autres pays. Et donc, il faut faire très attention à maîtriser justement son investissement et sur les pays dans lesquels justement on investit.
Donc, il faut également faire attention. Et comme on peut le voir ici, ce ETF-là est plutôt composé de biens de consommation qui est dit non cyclique. C'est en fait toute la consommation qu'un être humain peut faire, qu'ils soient en période de crise ou pas. L'être humain devrait toujours manger, doit toujours manger, boire, aller aux toilettes et faire ces choses de base en fait qui est justement euh, et les vendeurs en fait sont ces entreprises-là. Ok, donc ça, c'est les choses de base que l'être humain doit faire, qu'on soit en crise ou pas. C'est la raison pour laquelle c'est un secteur qui est très défensif et donc qui est plutôt intéressant dans ce type de cas de figure. Si je devais choisir une entreprise parmi les 10 plus grands qui composent justement cet ETF, je prendrais PepsiCo parce que c'est une entreprise qui est assez bonne. Alors ici, je ne vais pas faire une analyse complète de cette entreprise. Ici, je te le dis vraiment comme ça. Après, à toi, bien entendu, de faire ta propre recherche euh, sur les entreprises directement. Mais comme par exemple ici, ben, Costco est plutôt centralisé aux États-Unis, tandis que PepsiCo, bien qu'il ait une grande partie aux États-Unis, elle reste quand même internationale. Et donc toujours cette logique de diversification géographique, ne pas mettre tout sur les États-Unis. D'accord? Donc ça, c'était vraiment le premier secteur. Deuxièmement, il y a un deuxième secteur qui est très intéressant et c'est celui de la santé, healthcare. La santé, c'est également euh, un secteur qui est très intéressant parce que de toute manière, euh, en cas de crise, les gens doivent continuer à se faire hospitaliser, à prendre ces traitements euh, hospitaliers et prendre toujours ces médicaments. Dans ce cas de figure, ici, on a des ETF qui sont très intéressants, qui sont un petit peu plus volatiles que les consumer staples, mais néanmoins, on a une rentabilité qui est assez élevée. Ici, un- cet ETF là, également exposé aux États-Unis. De toute manière, les valeurs liées à la santé vont être principalement au niveau des États-Unis, mais ça reste vraiment un secteur qui est pas vraiment cyclique, c'est-à-dire que dans tous les cas, les gens doivent aller se faire hospitaliser et doivent prendre ces traitements. On a des entreprises ici comme Eli Lilly, United Healthcare, Johnson Johnson, ABBV. Ok, on va voir ici un petit peu hop, les rendements. Hop, ici, voilà. Et comme on peut le voir ici, on a une volatilité environ de 13 à 14%, en tout cas plus ou moins 15% par an. On voit également ici que la perte maximale sur un an s'élève plus ou moins à 17%, 17-18%, ce qui reste assez similaire à tout simplement MSCI World. Seulement ici, dans ce que j'ai pu voir de toutes les entreprises que j'ai pu analyser, on a une volatilité qui est assez élevée pour un secteur qui est dit non cyclique. Et la raison pour laquelle on a cette volatilité qui est élevée, c'est à cause de United Health Group. Ok. Donc cette entreprise, hop, je vais simplement aller ici. Je vais la reprendre ici et on va l'analyser rapidement. En fait, elle a une volatilité qui est assez élevée. Voilà, tu vois par exemple ici, généralement les autres entreprises n'ont pas connu une volatilité aussi élevée. Et comme elle est assez pondérée au niveau de l'ETF, tu vois qu'ici elle représente quand même 5,5% actuellement, et c'est la deuxième plus grosse valeur. Et donc, ben, comme justement la volatilité a été plus élevée dans celle-ci, automatiquement ça augmente la volatilité des autres. Mais actuellement, on est dans un moment où les valeurs au niveau de la santé sont un petit peu en déclin, mais en cas de récession, et surtout en cas de récession prolongée, je peux vous assurer que ces secteurs-là
vont plutôt bien fonctionner et vont continuer à tourner. Ok. Donc encore une fois, dans ces entreprises, si je devais en choisir quelques-unes, ça serait ABBV, ok, qui est une entreprise excellente qui verse des dividendes qui sont également croissants, donc c'est-à-dire qu'elle génère de l'argent. Elle réinvestit également beaucoup et donc elle réinvestit beaucoup, elle verse beaucoup de dividendes. C'est vraiment des entreprises qui fonctionnent super bien parce qu'elle a le luxe de faire et d'allouer ses capitaux et ses résultats comme elles le veulent, c'est-à-dire faire plaisir aux actionnaires, mais en plus de ça, de réinvestir dans l'entreprise. Et également une deuxième, Novo Nordisk, qui prend également plutôt cher en ce moment, mais qui, sur un moyen long terme, je pense vraiment qu'elle va redresser la barre. Et ça peut vraiment être une entreprise qui est intéressante. Je ferai un jour, et d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires, si tu veux que je fasse une vidéo spécialisée sur Novo Nordisk, parce que c'est une entreprise que j'ai étudiée énormément, et donc je la connais très bien. Donc si tu veux vraiment une analyse beaucoup plus détaillée sur Novo Nordisk, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Passons maintenant au troisième secteur qui est vraiment intéressant et c'est les utilities. Ok, voilà, donc on va simplement ici mettre donc les utilities. Donc on va revenir ici. Euh, et les utilities, c'est celle-ci. Ok, donc tu vois ici que encore une fois, ça représente un secteur qui n'a pas énormément de variations, n'a pas également énormément de volatilité, et c'est ces types de secteurs que l'on va rechercher en temps de crise. Encore une fois, on va rechercher ici les entreprises. Et ici, ce que je veux, moi, c'est regarder la volatilité. Alors ici, on a une volatilité qui est beaucoup plus élevée, qui est beaucoup plus élevée, mais également une rentabilité également plus élevée. On voit ici que la perte maximale sur un an a été de 14%, sur 3 ans de 30%, et sur 5 ans toujours de 30%, ce qui comprend également, et je tiens à le rappeler, les périodes difficiles comme celle du Covid. Donc ici, les utilities sont vraiment les entreprises qui proposent des ressources qui sont également très inélastiques, c'est-à-dire que l'on doit tout le temps utiliser. C'est-à-dire que même en période de récession, on va continuer à utiliser de l'électricité, on aura toujours besoin de gaz, de pétrole, bien que en période de récession, il y a moins d'investissements et donc on va moins investir dans faire des investissements et donc moins de construction et donc moins d'utilisation à proprement dit d'énergie pure et dure et brute, mais les gens doivent continuer à vivre. Et c'est la raison pour laquelle les fournisseurs d'électricité et d'énergie en général sont des entreprises qui survivent assez bien à la crise, bien que ce n'est pas vraiment les premières entreprises sur lesquelles je vais me réfugier en cas de crise, mais c'est des entreprises qui sont plutôt connues pour être le moins cycliques comparées aux autres. D'accord? Donc ici, pareil, très centralisé aux États-Unis, peut-être faire attention à se diversifier. On a vu par exemple dans les autres vidéos comme Total Energy, ça peut être des bonnes alternatives françaises. Mais ici, il y a Next Era Energy, Certain Duck Energy, etc., etc. Donc ici, si je devais en choisir une seule, ça serait, enfin, je me tournerais plutôt vers des entreprises françaises parce que je suis plutôt basé en Europe. Maintenant, si je devais choisir ici parmi cette liste, je prendrais Next Era Energy parce que c'est une entreprise également qu'on a pu faire le parallèle dans une des autres vidéos. On a vu que c'était une entreprise qui était assez bien gérée, euh, malgré le fait que voilà, sur ça, voilà, je suis beaucoup moins sûr sur les énergies parce que c'est un domaine que je connais un peu moins. Mais en tout cas, Next Era Energy me paraissait euh, assez propre au niveau de sa gestion de son entreprise. Voilà, donc pour faire un petit résumé, on a tout d'abord trois types de secteurs qui sont assez inélastiques au niveau de leur demande.
Premièrement, c'est le secteur des staples, des consommations de base. Ces entreprises-là vont concerner toutes les grandes chaînes de magasins qui vont revendre des pâtes, de la nourriture, de l'eau, etc. aux personnes. Et ça, c'est des choses qu'on doit toujours utiliser, toujours consommer, même en temps de crise. Deuxièmement, c'est le secteur de la santé. La santé, on doit également tout le temps être en mesure de pouvoir être hospitalisé et donc on doit toujours avoir en possession des médicaments, des soins de santé qui doivent être efficaces. Donc encore une fois, c'est un deuxième secteur qui résiste assez bien à la crise. Et troisièmement, c'est le secteur de l'énergie, des utilities qui doivent toujours tourner, en fait, même en cas de crise, parce que les gens vivent, les gens ont besoin de ces choses-là. Les secteurs qui vont être futiles, tels que la technologie, etc., bien que les gens vont continuer à aller sur Meta, bien que les gens vont continuer à aller sur Instagram. Mais c'est des choses qui sont au niveau de notre instinct beaucoup moins importants. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins important d'aller sur Instagram que de manger ou de boire. Donc c'est la raison pour laquelle on voit cette disparité au niveau des volatilités entre les différents secteurs que l'on a pu évoquer dans cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'oublie pas, encore une fois, de regarder dans la description, dans le premier lien que je t'ai mis, ma petite watchlist que je vais bientôt mettre à jour d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à aller, c'est totalement gratuit. Et comme je t'ai dit, je vais bientôt la mettre à jour, donc fais vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à commenter cette vidéo. C'était Nadir. Passe une bonne journée. Salut.